Bienvenue pour cette nouvelle saison des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Alexa, bonjour Caroline. Eh Bonjour. bien, aujourd'hui, donc, nous vous proposons d'aller à la découverte ou éventuellement la redécouverte des groupements d'employeurs et des groupements d'employeurs par l'insertion et la qualification. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Waldener, animatrice du comité régional des GEC de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Bonjour à tous et merci à notre invité. Donc, les petits rappels de rigueur, comme d'habitude, vous connaissez les temps forts. Donc, je vous rappelle que le webinaire est enregistré, que vous aurez accès au replay d'ici quelques semaines. Il vous sera envoyé avec une infographie de synthèse qui reprendra les points clés qu'on aura vus ensemble ce matin. Vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions ou de partager des retours d'expérience, des remarques. Donc pour ça, il faut utiliser la rubrique de chat qui est en bas de votre écran dans la barre de tâches. On va reprendre plusieurs moments de questions au fil de notre déroulé sur les différents sujets qu'on va aborder. N'hésitez pas, dès que vous avez la question, vous la mentionnez et on la reprend. On va prendre à peu près 3 temps d'échange ce matin. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir dialoguer directement avec notre expert, à qui je donne la parole du coup immédiatement. Eh ben, merci beaucoup. Je vais partager juste mon écran pour vous donner accès au petit diaporama. Voilà. Voilà, C'est c'est tout bon, super. ça fonctionne? Parfait. Très bien. Eh bien, Caroline, je vous pose la première question. Alors, qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs? Eh ben, merci pour cette question. Le groupement d'employeurs, la première chose importante à connaître, c'est que tout d'abord, c'est une association, loi 1901, comme n'importe quelle autre association que vous pouvez déjà connaître. La particularité du groupement d'employeurs, c'est qu'il permet le regroupement et la mutualisation de plusieurs entreprises, associations, collectivités, dans le but de partager des ressources humaines, donc plus simplement un salarié, et de pouvoir en bénéficier à différents moments, que ce soit dans la même semaine ou dans une période donnée, tout en ayant une simplification finalement, puisque on va se partager un seul et même salarié qui lui-même sera salarié de cette association qui est le groupement d'employeurs. C'est ce groupement d'employeurs, pour vous faire aussi un petit historique, ces groupements, ils viennent du domaine agricole, qui ont été les premiers confrontés à cette nécessité de réflexion autour d'une nouvelle manière de fonctionner avec les ressources humaines. En effet, au niveau des coopératives et des exploitations agricoles, il y avait ce besoin de pouvoir être remplacé, à certains moments de l'année, hein, pour des absences maladie ou prendre un petit peu de congé, et la nécessité de ne pas être le seul à supporter le coût d'un emploi salarié, puisque très simplement et géographiquement parlant, il y a souvent plusieurs exploitations sur un même territoire, avec des compétences qui peuvent être nécessaires et identiques, et des périodes qui peuvent assez simplement, on va dire, être mises en partage. Et donc ce sont les premiers, hein, les les exploitants agricoles qui ont commencé à se poser la question de comment pouvons-nous travailler ensemble en mutualisant nos ressources? Ils le faisaient déjà avec le matériel, et bien ils ont poussé, pour, partager les ressources humaines sur le même principe. Donc si je résume, j'ai besoin d'un salarié, pas forcément à temps plein, mais je ne suis pas à l'aise sur le fait de pouvoir le recruter à temps partiel parce que, ce n'est déjà pas forcément très porteur de recruter à temps partiel. Ou alors j'ai aussi cette difficulté à m'engager dans une démarche administrative assez lourde. Eh bien, je vais échanger avec, des homologues sur mon territoire, voir si ce besoin existe pour eux, et en ce sens, on va se regrouper, créer une association qui va devenir un groupement d'employeurs et qui va permettre cette modalité de recrutement et de mise à l'emploi, avec des spécificités qu'on va voir un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vraiment l'origine de la création des groupements d'employeurs sur la base d'une association loi de 1901. Comme je le disais, plusieurs objectifs à ce besoin. Une réponse simple à l'employeur qui va pouvoir se décharger de cette partie administrative lourde, qu'est l'emploi.
mais aussi de mutualiser le besoin et d'affiner finalement, la nécessité d'avoir cet emploi peut-être sur, 10 heures, 15 heures, 5 mois dans l'année, et donc d'avoir une vraie souplesse et une réponse adaptée. Et pour le salarié, par contre, un des premiers avantages, c'est que son emploi, eh bien, il ne va pas avoir un cumul de temps partiel si on est sur un partage de salariés, mais bien un seul et unique contrat de travail avec, des missions qui vont être identifiées chez différents employeurs, qui vont lui permettre, mises tout ensemble, d'obtenir un temps plein, avec, un employeur, des cotisations sociales qui sont prélevées sur cet ensemble. Une possibilité d'être sécurisé du coup, hein, de ne pas cumuler différents CDD, à temps court, voire, en durée, non complète et d'avoir la possibilité d'évoluer aussi puisque, on va le voir, par la suite, mais, en cas de retrait d'un des employeurs et bien, le groupement d'employeurs peut retrouver, une mission équivalente ou qui permettra de compléter ce temps de travail. Donc voilà, deux objectifs différents, qu'on soit employeur ou salarié, pour un seul, outil qu'est le groupement d'employeurs. Comment ça fonctionne après, un groupement d'employeurs? Donc dans cette association, le groupement d'employeurs, c'est celui qui va piloter la partie administrative de l'emploi, c'est ce que j'évoquais juste avant, qui va se charger de l'ensemble de l'administratif, déclaration sociale, qui va faire, les fiches de paye par exemple, qui va rémunérer les salariés. Il va également élaborer, le planning, donc déterminer les périodes où le salarié va se retrouver chez l'un ou l'autre de ses adhérents, facturer la mise à disposition auprès des adhérents concernés à hauteur du nombre d'heures, qu'ils vont prendre et puis il va aussi assurer le suivi, réglementaire, la veille de l'évolution du salarié, l'évolution des compétences, la nécessité d'aller chercher des formations, de les prendre en charge et donc de faire les déclarations qui vont avec sur les plans de formation concernés. Donc vraiment, voilà, le groupement d'employeurs va être la sécurité, de toute la partie emploi et il va être aussi, bien sûr, en lien très étroit en tant que médiateur, coordinateur et facilitateur avec la structure utilisatrice, l'adhérent et le salarié. Le salarié, lui, donc, il va avoir un contrat de travail qui va le lier au groupement d'employeurs. La principale plus-value, c'est que bien souvent, on se trouve sur des contrats CDI. Alors c'est pas une obligation, mais c'est aussi la vocation du groupement d'employeurs, c'est de pouvoir proposer de l'emploi pérenne et donc en CDI à ses salariés. Le salarié, lui, va ensuite être mis à disposition de la structure utilisatrice, donc à hauteur, comme je l'évoquais, du nombre d'heures, qui a été, entendu. Donc pour 1, 2, 3 structures utilisatrices. Dans certains domaines, on a même des salariés qui peuvent se retrouver mis à disposition de 8, 9 structures. Là, on est vraiment sur des très petits volumes horaires, mais il y a un vrai intérêt parce que ce sont souvent des utilisateurs qui n'ont pas les moyens d'aller au-delà et qui n'auraient pas trouvé de salariés pour un très petit volume comme celui-là. Il va voilà, assurer ses missions au sein des adhérents et l'autre avantage pour ce salarié, comme vous pouvez l'imaginer, c'est qu'il va accumuler de l'expérience aussi assez variée, et que du coup, sa montée en compétences va être favorisée par cette mise à disposition sur laquelle il va pouvoir évoluer tranquillement et peut-être se construire lui-même aussi un parcours, qui sera certes atypique, mais très intéressant pour lui personnellement en termes de développement. Et la troisième partie prenante, c'est donc la structure utilisatrice qu'on peut appeler, alors que moi je vais souvent appeler adhérente parce que, c'est aussi notre langage qui le veut, puisqu'elle adhère au groupement d'employeurs, qui est en tant comme pour n'importe quelle autre association. Donc la structure utilisatrice, elle peut être, comme je le disais, une association elle-même, une entreprise, voire une collectivité. Elle va donc adhérer au groupement d'employeurs, annuellement. Elle va ensuite être facturée par rapport aux besoins qu'elle avait, de ressources humaines, donc à hauteur du temps de travail, en fonction aussi, des missions qu'elle a souhaité obtenir. Donc, tout ça va être, réglé par une convention de mise à disposition qui va rappeler, les missions, le taux horaire bien sûr qui en est lié. Si nécessaire, il y aura également la notion de diplôme et de réglementation applicable, hein, bien entendu. Heu,
elle va ensuite être responsable dans les faits des conditions d'exécution du travail, c'est-à-dire que bien qu'elle ne soit pas elle-même l'employeur in fine puisque c'est le groupement, c'est elle qui au quotidien va assurer les conditions de travail de son salarié. Elle va donc, s'assurer que tout est mis en place correctement, que les horaires sont respectés, que les missions qui doivent être, conduites sont tenues et c'est elle qui va aussi jouer ce rôle de manager de proximité avec le salarié et qui va rendre compte au niveau du GE pour toute absence, pour toute problématique, mais elle se fera que l'intermédiaire, on va dire, auprès du GE qui lui-même réglera ensuite s'il doit y avoir un différend, un litige ou quelque chose, c'est bien le groupement d'employeurs qui s'en chargera, mais c'est elle qui va mettre à jour, ces éléments-là. Pour en revenir donc, à ce fonctionnement, hein, je l'ai résumé par ce petit schéma, tripartite. Donc on voit bien les 3 parties prenantes et c'est une vraie complexité dans la mise en œuvre. Par contre, c'est déterminant qu'il y ait une liaison claire et une animation au quotidien par le biais du groupement d'employeurs pour ce faire, bah, voilà, l'intermédiaire et bien dénouer les éventuelles, problématiques qui pourraient poindre et on se rend compte que en fait, ce rôle d'intermédiaire, il facilite aussi les échanges puisque le fait d'avoir un tiers, que ce soit pour le salarié ou pour la structure, c'est parfois plus facile lorsqu'en plus on n'a pas forcément d'autres salariés, d'avoir voilà, une relation de confiance avec le groupement d'employeurs. En termes des ressources humaines, ça peut être facilitateur aussi dans la relation quotidienne. Le groupement d'employeurs, pour, revenir aussi à sa structuration, comme c'est une association, il est piloté par un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, il est la plupart du temps, composé des adhérents du GE. Donc, les structures utilisatrices se portent, candidates, pour animer le conseil d'administration. C'est donc vraiment un outil qui est au service des structures, dans le sens où, en plus de leur simplifier les démarches, eh ben, il va également s'appuyer sur leur connaissance du terrain, leurs besoins pour pouvoir, vraiment répondre au mieux aux attentes qui sont, formulées. C'est pour ça que comme l'historique, je vous le disais, c'est plutôt le monde agricole qui est à l'origine de la création des groupements d'employeurs. Eh bien voilà, ils ont pu aussi, adapter le fonctionnement et la répartition, les compétences attendues des groupements d'employeurs puisqu'ils étaient partie prenante de la création et de l'animation de ces GE. Et donc, de fait, on se retrouve avec, une association qui vit vraiment, son objet par le biais de ses adhérents et qui est là pour leur faciliter la vie. Heu, le conseil d'administration, est donc, comment dire? Composé d'élus bénévoles, hein, et la plupart des GE qui commencent à avoir une taille, conséquente peut être ensuite administrée par une équipe de gestion salariée elle-même du groupement d'employeurs pour mener à bien la partie administrative. C'est pas toujours le cas. On a parfois des GE qui se créent entre un ou 2 adhérents et qui vont employer une seule personne et n'auront pas forcément, l'ambition de développer davantage leur, comment dire? Leur équipe, pardon, et ça pourra donc être géré par les élus bénévoles. On trouve, quand même des GE de taille moyenne, voire, un peu plus conséquents et donc là, bien sûr, il y a une équipe complète, de ressources humaines, une équipe éventuellement commerciale, une équipe, qui se tient aussi au développement et à l'administration, compta, gestion et cetera. Mais ça, voilà, j'ai envie de dire, c'est comme dans une association classique. On a bien un autre conseil d'administration élu et puis éventuellement une équipe structurée et salariée. Voilà pour cette, partie-là. Pour compléter ensuite qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs, je vais vous en décrire surtout les avantages sous 3 axes. Le premier, c'est tout d'abord une structure qui a la vocation de développer un territoire. Alors pourquoi développer un territoire? Ben parce que grâce à l'emploi partagé, on permet à certains très petits employeurs, bah, de bénéficier d'un salarié et donc de pouvoir développer leur activité. Chose qu'ils auraient énormément de mal à faire s'ils n'avaient pas cet appui RH pour les raisons, bah,
de ne pas savoir faire, de ne pas être attractifs eux-mêmes à proposer un très petit volume horaire. Donc on a vraiment ce rôle de lien, sur un territoire et de réponse à des problématiques proches entre plusieurs employeurs du secteur. Pour vous donner un exemple peut-être concret, moi dans l'activité au quotidien, je viens d'un groupement d'employeurs sport, loisirs, animation. Dans les métiers, liés à ces domaines-là, on est sur du très petit volume horaire la plupart du temps réparti entre un club sportif, une association de périscolaire et éventuellement une commune. Et bien, chacun des 3 parties prenantes, seul, aurait énormément de difficultés à recruter un professionnel parce qu'il doit être en plus diplômé. Le club sportif, il va peut-être avoir, l'équivalent d'un 15 heures semaine à pourvoir si on compte vraiment le mercredi et puis le samedi. Le périscolaire, quant à lui, bah, c'est du temps morcelé, plutôt sur les jours d'école, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec, le périscolaire du matin, la cantine du midi, voire le périscolaire du soir. Donc là, encore une fois, trouver un animateur diplômé qui puisse se rendre disponible sur ces volumes-là, mais qui n'a pas forcément dans un secteur proche une autre opportunité de compléter son temps, c'est pas évident. Et puis la commune qui va peut-être pouvoir, elle, travailler sur, la partie des vacances scolaires avec l'accueil de loisirs et compléter, bah, ces moments où il y a pas d'école et donc pas de périscolaire par l'emploi du même, type de compétences, donc d'un animateur. Et bien voilà, si on met ces 3 besoins bout à bout, on répond à ce besoin qui existe dans un milieu, restreint en termes de géographie, où les trois opérateurs en face n'auraient pas pu répondre seuls et trouver forcément un salarié. Donc voilà, c'est vraiment en termes de maintien aussi de certaines activités sur un territoire et de développement de l'attractivité pour, pouvoir trouver des salariés. On répond vraiment à ce besoin-là. Sur le 2e avantage, bien sûr, c'est, là, de pouvoir bénéficier d'une mutualisation des coûts, puisqu'on va pouvoir calibrer le besoin par rapport à son réel besoin. Enfin calibrer le temps de travail nécessaire par rapport à son besoin, tout en n'étant pas laissé pour compte parce que, sur un volume horaire moindre, on n'est pas attractif. Et on constate aussi que cette mutualisation de compétences, elle amène parfois aussi des collaborations élargies entre les différents opérateurs. Donc nos adhérents finalement, qui, habitaient côte à côte vont finir par le biais du partage du salarié aussi à discuter ensemble et peut-être faire naître aussi, une véritable collaboration. Ça, c'est le petit plus, mais et tout en bénéficiant ensuite, d'une sécurisation du parcours du salarié, du conseil lié, bah, au domaine des ressources humaines qui pour, certaines structures n'est pas évident. Si je reviens à mon exemple, d'une association sportive, eh bien, il y a une différence aussi entre une équipe bénévole, à manager pour le président et l'équipe du bureau et un salarié qui va avoir, aussi, le droit du travail qui va s'appliquer avec une législation des fois complexe, des déclarations à faire, qui voilà, pour le bénévole qui prend la présidence d'une assoce, c'est pas forcément évident, de devenir, employeur. Et bien le GE va aussi avoir cet avantage-là de pouvoir sécuriser une démarche qui n'est pas du tout, simple, de prime abord pour quelqu'un qui ne vient pas de ce domaine-là. Et pour le salarié, eh bien, d'avoir un seul et unique employeur, une seule fiche de paye et déclarer l'ensemble de son activité au même endroit pour bénéficier de droits élargis, c'est aussi, une facilitation pour lui de pouvoir enrichir son parcours, mais aussi de le pérenniser, de le sécuriser, d'évoluer en termes de compétences, de pouvoir, avoir des droits à la formation aussi tout au long de la vie. Voilà, tout en enrichissant son parcours avec, différentes missions, différents employeurs, différents cadres de travail. Il y a des initiatives qui peuvent aussi, venir, on parle beaucoup des métiers sous tension qui ont du mal à attirer aujourd'hui, parce que ce sont des domaines, heu, assez, intenses, engageants pour le salarié. Eh bien, on pourrait imaginer, que certaines initiatives fonctionnent avec, le fait d'avoir un métier peut-être de bureau les matins et d'aller aider des personnes l'après-midi dans l'aide à domicile, où on sait qu'un temps plein est très compliqué à suivre pour une personne. Bah, peut-être que voilà ce type
de nouveaux parcours, nouveaux métiers avec des compétences proches, mais qui permettent de pas toujours se retrouver dans la situation la plus délicate, qui amène à ce qu'on décroche de ces parcours professionnels. Pour nous, aujourd'hui, qui mettons en avant l'activité des groupements d'employeurs, on croit beaucoup aussi à cette facette, de d'avantages qui peut permettre, voilà, de répondre à des besoins sur un territoire, dans un domaine d'activité et sur, voilà, des choses encore assez innovantes aujourd'hui, que sur des typologies de métiers, plus ouais, moins attractifs à ce jour. Voilà un petit peu, oui. Peut-être, du coup, passer sur une Oui. une question connectée à ce que vous venez d'évoquer, parce qu'on l'a évoqué, question, il y a un employeur qui sort du groupement d'employeurs, mais on n'a pas évoqué le sens inverse. La question, c'est de savoir, en cas d'absence du salarié, prévu ou non, congé, départ en formation, maladie, est-ce que le groupement d'entreprise se charge de le remplacer auprès des adhérents? Alors, le groupement d'employeurs a pas d'obligation à faire un service de remplacement. Certains le prévoient, d'autres non. Il faut savoir qu'on n'est pas du coup alors, dans la description, c'est vrai qu'on s'apparente un peu au fonctionnement de l'intérim, hein, par rapport aux modalités de fonctionnement. Néanmoins, on n'est pas dans les mêmes dispositions, comme je l'évoquais par rapport à la pérennisation des emplois, principalement des CDI, étant partagés même à la semaine ou à la journée. Alors, c'est pas une obligation et ça va dépendre des groupements d'employeurs. Dans certains domaines d'activité, c'est quelque chose qui est proposé d'emblée, on va dire. Il y en a qui ont des services de remplacement, de remplaçants volants même, mais c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui est ancré et qui est écrit, qui est gravé dans le marbre. Mais ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui est expliqué dès le départ, par le groupement d'employeurs en question. Et en cas d'absence, pour revenir sur ce point-là, en cas d'absence ou de congé aussi, je l'ai peut-être pas précisé, mais bien que ce soit le groupement d'employeurs qui enregistre et qui valide administrativement les démarches, tout ce qui est ces questions d'emploi du temps, c'est bien l'adhérent, donc la structure utilisatrice, qui valide ou non, la prise de congé de son salarié et qui peut, aussi, voilà, en fonction de son activité, dire oui ou non. Des fois, ça peut même être, un petit peu complexe lorsqu'il y a effectivement plusieurs employeurs qui n'ont pas tout à fait les mêmes, formats de fonctionnement. Mais bon, voilà, la médiation, effectuée par le groupement d'employeurs permet de mettre tout le monde d'accord et de positionner des congés, lorsque c'est possible. Et c'est bien la structure utilisatrice qui va déclarer aussi une absence, si elle n'est pas prévue, c'est elle qui va prévenir le GE si c'est pas le salarié qui l'a fait. Mais voilà, ça se passe comme ça dans les faits de manière très pratique, on va dire. Merci pour votre réponse. Il y a pas d'autres questions pour l'instant. Du coup, la deuxième question, c'est, peut-être de voir la différence ou les ressemblances entre le groupement d'entreprises, là, qu'on voit de façon générique, et puis le GEC, dont on entend pas mal parler, et pour, bien comprendre les logiques de fonctionnement des 2 dispositifs. Pas de souci, bah, là, effectivement, je vais vous présenter maintenant le groupement d'employeurs d'insertion par la qualification et je vous propose tout d'abord, une petite vidéo pour vous en dire plus. Le GEC est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Il s'agit d'entreprises qui rencontrent des problèmes de recrutement de salariés qualifiés sur un secteur d'activité ou sur un territoire. Elles décident de se mobiliser en faveur de l'insertion en faisant un pari, celui de miser sur le potentiel de personnes, jeunes ou adultes, éloignées du marché du travail, peu ou pas assez qualifiées. Sous forme d'association loi 1901 à but non lucratif, le GEC est piloté et géré par ses entreprises adhérentes. Il sélectionne, recrute et met à disposition dans les entreprises adhérentes des salariés en contrat d'alternance dont le GEC reste le seul employeur. Le GEC facilite la gestion des ressources humaines. C'est lui qui s'occupe d'organiser et d'individualiser des parcours de formation, en répondant aux besoins des entreprises au regard du projet professionnel des salariés. Les parcours, qui vont de 6 à 24 mois, mènent tous à une qualification qui permet aux salariés d'acquérir les savoir-faire nécessaires à leur poste tout en étant rémunérés. Mais le rôle du GEC ne s'arrête pas à cette simple mise à disposition, puisqu'un accompagnement professionnel est également engagé. Relation avec le tuteur d'entreprise. Intégration. Suivi et adaptation de la formation. Acquisition de connaissances et compétences.
Le risque de rupture est anticipé par le GEC grâce à un accompagnement social permanent qui complète l'accompagnement professionnel. Ce double accompagnement est un vecteur de réussite du parcours. Les salariés obtiennent une qualification et trouvent un emploi à l'issue de leur parcours. Les GEC sont présents dans de nombreux secteurs, ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Chaque année, les GEC sont labellisés par la Fédération française des GEC, en partenariat avec le ministère du Travail. Il s'agit d'une procédure qui vise à garantir le respect et la qualité de la prestation aux entreprises et aux salariés. Voilà, donc cette petite vidéo, elle synthétise un petit peu ce que je vais vous présenter maintenant. Donc vous l'aurez compris, un groupement d'employeurs d'insertion par la qualification, c'est tout d'abord un GE, donc un groupement d'employeurs tel que je vous l'ai présenté juste avant. La principale différence, elle, repose tout d'abord sur cette appellation, insertion par la qualification, qui témoigne finalement d'un label, pour lequel le GE va déposer un dossier et être évalué tous les ans, sur différentes conditions sur lesquelles je vais venir ensuite. Donc la principale différence finalement ne repose pas sur la structure même de ce qu'est un GEC, mais plus sur le public visé et le support qui va être amené. Donc on est toujours sur, l'idée que ce groupement d'employeurs, il est constitué par ses adhérents, alors, entreprises, associations, collectivités, que ce sont elles du coup qui, ont évalué un besoin et qui souhaitent, y répondre par le biais du groupement d'employeurs. La différence, c'est que tous les parcours qui vont être engagés dans le GEC, vont conduire à une qualification à obtenir pour le salarié embauché, et que ce salarié va être principalement ciblé, comme étant un public en difficulté de à trouver un emploi, et donc il va devoir rentrer dans un certain nombre de critères pour pouvoir être éligible. Mais ensuite, le travail du GEC va débuter avant même le contrat et être composé de différents accompagnements socio-professionnels afin de permettre à la personne de s'engager dans l'emploi, de passer, le stade des qualifications et puis bien sûr, à l'issue du parcours GEC, de pouvoir trouver un emploi pérenne. Heu, donc heu, donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement de la personne qui va être, l'élément clé, de la différenciation, et le rôle que les entreprises vont pouvoir jouer elles-mêmes en tant qu'accueil, de cette personne, en la faisant monter en compétences et en travaillant finalement sur la sortie positive. Les critères qui permettent à un GE de devenir GEC, alors, voilà, je vous les ai affichés les 14, je ne vais pas m'attarder sur les 14, mais principalement, on va travailler sur l'évaluation du travail qualitatif qui est fait dans le GEC. Donc on va regarder, en dehors du statut de la personne à son entrée, comment on va travailler avec elle durant son parcours et comment elle va sortir. Donc on va d'abord identifier quels sont ses besoins, comment on va pouvoir l'amener à l'emploi. Donc toute la partie amont du contrat, elle est importante puisque on va travailler sur, une individualisation du parcours. On va lever tous les freins périphériques à l'emploi. Alors ça peut être, lié à la santé, à la mobilité, au logement. On va regarder ensuite, tout ce qui est mobilisable par rapport à ces critères bloquants pour l'emploi, en travaillant bien sûr de concert avec beaucoup de partenaires, j'y viendrai juste après. On va déterminer le parcours de qualification qui est à construire pour répondre aux besoins, d'emploi qui est identifié par les structures adhérentes. Et on va continuer à accompagner la personne tout au long de son parcours. Le GEC ne propose pas de CDI, à l'inverse d'un GE classique, puisque ces parcours, ils doivent être, d'une durée de 6 à 24 mois. Et quand on parle de qualification, c'est pas forcément une qualification, liée à l'obtention d'un diplôme à l'extérieur, dans un organisme de formation. Ça peut être de la montée en compétences à l'interne des structures qui vont accueillir ce salarié. L'objectif, c'est vraiment de montrer, entre le moment de l'entrée et le moment de la sortie, la montée en compétences qui va pouvoir être faite. Donc, on établit un plan de formation interne ou avec des besoins à aller chercher à l'extérieur. Et on valide ensuite, l'évolution du parcours tout au long de la durée du contrat.
Et à l'issue, eh bien, le GEC va devoir également analyser et suivre le salarié sur les mois qui vont être à post-contrat pour pouvoir être en capacité de dire si ce salarié a pu retrouver quelque chose à l'issue. Dans l'origine des GEC, bien souvent, les entreprises utilisatrices et créatrices des GEC sont souvent celles qui emploient les personnes à la sortie. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Donc voilà un petit peu sur les critères différenciants vraiment, on va dire réglementaires sur les premières choses, qui vont, nous différencier entre GEC et GE. Et la labellisation, elle se fait tous les ans. Donc tous les ans, le GEC doit rendre compte de son activité, du nombre de parcours, des accompagnements qui ont été réalisés, des outils qui ont été mis en place et du taux de sortie de rupture, hein, qui peuvent arriver. Et à chaque fois, c'est une évaluation qui est faite de tous les GEC. C'est en ce moment d'ailleurs, hein, c'est tout début mai que tous les dossiers vont passer. Et la commission qui étudie tout ça est donc une commission qui rassemble, entre autres, des personnes du domaine de l'emploi du ministère, mais pas directement la Fédération française des GEC qui délivre, qui elle est, l'organe, on va dire, qui nous rassemble. C'est une commission ad hoc qui délivre le label. Donc la relation partenariale au centre, vous pourrez voir qu'au niveau du GEC, on est sur, une relation tripartite, voire quadripartite. À l'inverse, enfin, sur le GE, c'est pas forcément, impossible, hein, d'ailleurs. Il peut y avoir aussi, l'organisme de formation qui rentre en compte, mais pour le GEC, c'est vrai que c'est d'emblée, presque incontournable par rapport à la nécessité de qualification. Donc on retrouve bien notre GEC qui est, l'employeur du salarié, qui met à disposition ce salarié auprès d'une entreprise, à la différence que ce salarié, ben, on attend une montée en compétences, donc il va être formé, soit en interne, soit en externe, via un organisme de formation ou via l'entreprise pour pouvoir, sortir avec cette qualification, supplémentaire. Donc comme je l'évoquais, encore plus fortement que dans le GE classique, il y a une vraie relation partenariale qui est importante et qui est presque, plus que nécessaire, j'ai envie de dire, à la fois sur l'amont du contrat pour pouvoir accompagner socialement la personne, en levant tous les freins que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a un travail partenarial qui se fait avec, différents acteurs du logement, de la santé. Il peut y avoir, des liens aussi avec bien sûr les structures d'insertion qui peuvent être, prescripteurs finalement des salariés, qui vont être ensuite, mis à disposition dans le GEC. Il y a tout un travail avec les partenaires de l'emploi, les donc institutionnels, mais aussi les acteurs locaux, hein, des associations qui reçoivent, du public, qui n'est pas encore, inscrit à Pôle emploi ou à la mission locale, hein, par exemple. Il y a aussi tout ce travail de sourcing qui est fait de manière très étroite avec tous les acteurs des territoires. Et ensuite, on va aussi avoir une forte dans certains secteurs d'activité, une forte, participation des branches professionnelles. C'est pas le cas dans tous les domaines, mais le GEC peut avoir une spécificité, d'être, très ancré en lien avec la branche professionnelle qui va avoir des vrais besoins de recrutement et qui va vraiment s'investir aussi dans la formation des salariés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans le GE, c'est pas exclusif non plus, mais c'est une différence assez forte puisque c'est vrai que ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que, dans le regroupement et dans la labellisation des GEC, on est sur, un secteur d'activité qui domine, qui prédomine. Il y a quelques GEC multisectoriels qui font un peu de tous les métiers et qui répondent plutôt au territoire qu'à un besoin, dans un domaine d'activité. Néanmoins, la majorité des GEC sont des GEC liés à un secteur. Donc, c'est le cas par exemple du BTP, de l'industrie, où là, on a une forte implication des branches parce qu'il y a vraiment cette nécessité aussi d'aller recruter et de continuer à pérenniser la branche par la qualification. Donc ça, c'est vrai que c'est une petite particularité. Heu pour en revenir au secteur que je connais le mieux de notre origine, qui est le sport, l'animation, des loisirs, c'est quelque chose qui est assez surprenant pour nous parce que bien qu'on soit identifié sport ou animation, on est souvent un petit peu à cheval entre ces 2 métiers-là et dans les GEC, la plupart du temps, on est quand même très, très en ligne droite avec une seule filière et voilà, c'est quelque chose qui nous différencie assez.
Et la deuxième petite subtilité, c'est que nous, on est beaucoup en lien avec les collectivités et les associations et beaucoup de GEC sont directement en lien avec des entreprises. Il y en a pas autant, que dans les GE qui sont, vraiment dédiés au secteur associatif. Donc c'était aussi une petite particularité qui nous a surpris lorsqu'on est arrivé dans le secteur des GEC, puisque pour eux, c'était assez nouveau finalement qu'on ait des adhérents, essentiellement associatifs. C'est pour ça que d'ailleurs dans toute la communication des GEC que vous allez voir là, et on parle beaucoup d'entreprises et on oublie un petit peu le côté adhérent, associatif et collectivité. Voilà, c'est juste pour la petite parenthèse. Donc voilà, une vraie relation partenariale très étroite et très importante pour que le GEC, fonctionne et qu'on atteigne les objectifs visés de qualification. Le GEC, c'est un réel levier vers l'emploi durable et pour vous mettre aussi en perspective son approche et comment il s'imbrique dans les dispositifs d'insertion, voilà, il y a ce petit schéma qui peut montrer la complémentarité avec les acteurs vraiment de l'insertion puisque le GEC ne fait pas partie du secteur de l'IAE. En fait, voilà, c'est une petite particularité. Il est en bout de chaîne lorsqu'on le regarde comme ça. Il rend des comptes, mais il n'est pas soumis à l'IAE avec la même réglementation. Par contre, il bénéficie aussi d'un soutien de l'État, mais qui est lié donc à l'accompagnement des personnes qui sont bénéficiaires des parcours GEC. Mais voilà, c'est un accompagnement assez, minime, mais qui aide quand même forcément à développer l'accompagnement socio-professionnel. Mais voilà, il y a pas ce côté, heu, IAE qu'on retrouve, dans toutes ces structures-là. Le GEC, il se différencie des GE classiques, par, 3 aspects, des valeurs, des compétences, mais pour commencer par la partie valeurs, donc comme on s'adresse à des publics éloignés de l'emploi, il y a effectivement le souhait, de miser sur elles pour, atteindre les besoins d'emploi des entreprises, mais aussi, voilà, de se dire que, on peut aider, on peut accompagner, on peut élever chacun des bénéficiaires vers un emploi durable. Donc toutes les actions vont vraiment être inscrites dans ce sens-là et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y aura un parcours individualisé, qui sera proposé à chaque salarié. L'engagement des entreprises dans ce dispositif, bah, il marque aussi cette, volonté que l'entreprise a de jouer un rôle. Aujourd'hui, on parlera de RSE, mais c'est vrai que tous les employeurs du secteur des GEC, ont cette, cette reconnaissance aussi, de l'action qui est faite en se disant qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils s'engagent avec le GEC à avoir une vraie, comment dire? Une vraie action vis-à-vis des salariés, qui vont être, mis en mis en emploi, via le GEC et on revient aussi bien sûr à la notion de développement territorial. Comme pour le GE, l'idée c'est effectivement de faire grandir le territoire en répondant à des besoins qui, peut-être n'étaient pas pourvus à ce jour par l'action du GEC et toute la compétence qui va être mise dedans. Au niveau des compétences, heu, c'est l'ensemble des valeurs et des compétences ici qui vont amener la force de ce que c'est le GEC, hein, donc le GEC, en fait, les différentes compétences qu'il va mobiliser, ça va bien sûr démarrer au recrutement et même encore avant, je dirais, au repérage des publics aujourd'hui puisque je parlais des prescripteurs habituels de l'emploi. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est même pas uniquement eux avec lesquels, il faut travailler, mais il faut aller encore bien en amont, des prescripteurs pour pouvoir identifier des personnes qui aujourd'hui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni inscrits. Donc on a vraiment ce rôle de repérage et de recrutement. Ensuite, l'accompagnement, donc dès les premiers rendez-vous, on va faire le bilan, de la nécessité d'accompagner la personne sur différents aspects, hein, comme je vous l'ai dit, la santé, le logement, la mobilité. Vraiment faire un audit complet de tous les leviers qu'il va falloir actionner pour mettre la personne en situation de pouvoir rentrer en emploi et d'y rester. De réaliser l'audit aussi, bah, du besoin à la fois en compétences, en formation et par rapport à l'entreprise aussi. Est-ce que l'entreprise correspond
à la personne qu'on va vouloir y mettre en emploi. Parce que si elle a déjà des difficultés de mobilité, mais que la seule entreprise qui recrute dans ce domaine, elle est trop éloignée, on sait qu'on partira déjà avec une difficulté. Donc, on va peut-être plutôt accompagner cette personne encore quelque temps avant de la mettre en emploi, bien que le parcours puisse être, à peu près, cohérent. Voilà, on va faire vraiment attention avant de valider la mise en emploi de la personne, de s'assurer que, le fonctionnement de l'entreprise, ses valeurs et cetera, que tout correspond, pour ne pas créer de difficultés supplémentaires. Ensuite, le développement des compétences et le suivi. On suit la personne durant son emploi, durant son parcours de qualification. Il y a des bilans qui sont faits régulièrement, d'entretien alors à 3 avec, l'entreprise, juste en présentiel avec, le salarié. Donc là, on va dérouler, tout un plan d'accompagnement pendant toute la durée du contrat, en plus de gérer le quotidien du contrat, on va dire. Le GEC va aussi, du coup, avoir une activité associative avec les bénévoles, comme on l'a dit, tout à l'heure au niveau du conseil d'administration. Il y a cette, animation qui existe, qui permet aussi d'ajuster, de définir l'axe de développement du GEC et tout le travail partenarial bien sûr, qui va être mis en exergue, par cette action. Donc voilà, un vrai melting pot de compétences pour le GEC, qui rassemble vraiment toutes ces compétences-là et selon la taille du GEC, encore une fois, comme pour les GE, on pourrait avoir des GEC, sans équipe salariée, qui soient gérés uniquement par, le conseil d'administration. Mais on a aussi des équipes salariées dans les GEC lorsqu'on commence à avoir une taille, assez importante. Pourquoi le GEC, peut présenter un intérêt? Alors on va retomber un petit peu dans les explications que je donnais par rapport au GE, bien entendu, le premier besoin, ça va être, le premier avantage, pardon, ça va être de mutualiser. Mutualiser le besoin, mutualiser les risques, être accompagné sur la partie administrative, du contrat et toute la partie ressources humaines. Mais là, bien sûr, la plus-value supplémentaire, ça va être de pouvoir former une personne vraiment en adéquation avec le besoin que l'entreprise va avoir, s'appuyer sur l'accompagnement socio-professionnel qui va permettre de mettre le salarié dans les meilleures conditions pour qu'il puisse atteindre cet objectif de pérennisation. Et puis pour le salarié, bien sûr, en plus d'avoir un seul employeur, unique, administratif et d'avoir ensuite un adhérent, voilà, ça va être tout le côté socio-professionnel que j'ai évoqué, qui est supplémentaire et qui permet vraiment de se mettre en confiance, de se remettre à l'emploi, de travailler sur ses points faibles, sans avoir l'impression d'être jugé ou voilà, ou d'être dans les meilleures conditions finalement pour que tout se passe bien. Pour que la sortie puisse se faire du mieux possible. Pour, aller un peu plus loin sur les publics, donc, je vous disais que le GEC s'adressait à un ensemble de bénéficiaires, qui est très cadré puisqu'en fait, c'est un décret qui précise quels sont les publics qui sont éligibles à l'accompagnement du GEC. Ce qui ne veut pas dire qu'un GEC ne peut pas embaucher quelqu'un qui ne ferait pas partie de ces critères-là. Simplement, il y aura pas, d'appui de l'État et il sera pas reconnu comme un parcours GEC. Là, on sera sur une activité GE classique. Donc il y a pas un grand intérêt pour le GEC, d'embaucher quelqu'un qui n'est pas bénéficiaire, dans la mesure où il fera juste du GE. Donc voilà, ça pourrait arriver à la marge pour répondre à un besoin d'un adhérent spécifique qui est déjà adhérent du GEC et qui pourrait avoir un besoin de personnel, mais c'est vraiment pas la vocation. Donc là, on va s'adresser plutôt à toutes les personnes qui sont éloignées ou très éloignées de l'emploi et qui sont, alors c'est pas des critères cumulatifs, c'est-à-dire que, il faut qu'il y en ait au moins un, qui permette à la personne de rentrer dans le dispositif GEC. Heu, bon, malheureusement, souvent, c'est pas un critère, mais il y en a plusieurs qui sont, constatés lorsqu'on accueille, les bénéficiaires. Et voilà. Oui, mais Vous Oui, pardon. oui, justement, je voulais vous poser la question de pouvez-vous nous donner, quelques chiffres justement sur, ce dispositif, GEC, qu'on ait une meilleure connaissance encore et surtout par rapport à son existence sur le plan national et régional? En Fait, je parallèle, vais une oui. petite question qui était posée, c'était sur la nature des qualifications, mais peut-être que dans les chiffres et dans les illustrations, vous allez y revenir. C'était d'illustrer un petit peu le type de qualification qui était préparé dans ce cadre-là.
Bah, je me la note comme ça, dans le déroulé, je l'ajouterai avec les parcours, ouais. Et on vous a partagé une carte, hein, pour la question sur la cartographie, la liste des GIEC. Vous trouverez dans le chat un lien qui vous permet d'aller voir une cartographie. Merci. Alors, effectivement, pour en venir un petit peu aux chiffres, tout d'abord, vous éclairer aussi au regard du nombre de GE qui est estimé aujourd'hui en France. Puisque, à la différence des GIEC où on peut avoir, un observatoire très précis puisqu'il y a cette question du label, les groupements d'employeurs, eux, classiques, ne sont pas, rassemblés sous une seule et même, égide qui nous permette de comptabiliser précisément tous les ans l'activité des groupements d'employeurs. Il y a plusieurs organisations à vocation nationale, mais il y en a pas une aujourd'hui qui rassemble l'ensemble des GE. Il faut savoir que les groupements d'employeurs, c'est à peu près 900 groupements d'employeurs, en France qui recoupent à peu près 25 000 salariés. Mais la plupart ont moins de 10 salariés. Pour les GIEC, donc comme je vous le disais, là, c'est un peu plus facile à suivre étant donné qu'on a, tous les ans un travail qui est fait autour de la labellisation qui permet de faire, cette remontée d'informations. C'est donc, pour 2024, un peu plus de 16 000 salariés qui sont rentrés en parcours et il y a effectivement tous les ans un renouvellement puisque comme je vous le disais, hein, ce sont des contrats de 6 à 24 mois. Donc, il y a des entrées et sorties assez régulières sur une année en fonction des rythmes de formation qu'il peut y avoir ou de montée en compétences. Donc on est sur des cycles en fait avec, un nombre de contrats qui peut varier ostensiblement d'une année à l'autre, mais qui est toujours sur un renouvellement lorsque le besoin existe toujours. Donc, environ 8 600 entreprises, au niveau de la France. 86 des bénéficiaires sont éloignés de l'emploi, donc c'est aussi la petite subtilité, hein, ce que je vous disais, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas ces critères-là pour rentrer, mais c'est vraiment, voilà, à la marge. Les 92 qui réussissent à l'examen, alors pareil, l'examen n'existe pas toujours puisque lorsqu'on est sur de la formation en interne, il n'y a pas cette notion d'examen, mais je viendrai après au type de qualification et 70 de sorties vers l'emploi durable qui sont constatées en 2024. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, on est sur, un volume du coup, qui représente, 500 000 heures de mise à disposition. Alors, je crois que je l'ai illustré ensuite en nombre, ce sera peut-être plus parlant. Il y a aujourd'hui alors en début 2024, il y en avait 14, en fin de là sur 2025, on sera sur 16 GIEC, hein, puisqu'on aura deux nouvelles, ouvertures. Enfin, il y en a eu une en septembre et il y en aura une cette année. Donc on est quand même, bien représentés sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est 600 à 650, entreprises adhérentes et 480 contrats signés. Alors là, on est sur 2023, hein, parce qu'en 2024, on avait les contrats signés en 2023. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Heu et je vais aller aussi sur la partie, voilà, de l'âge qui est assez parlant aussi, hein, principalement sur des moins de 26 ans, mais pas que. On peut avoir, des bénéficiaires de RSA, on peut avoir des personnes même en reconversion certaines fois ou licenciés économiques, voilà qui peuvent se retrouver, comme étant bénéficiaires aussi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on est quand même sur des moins de 30 ans globalement. Voilà. Sur les statistiques de réussite, on va dire, en Bourgogne-Franche-Comté, on est sur un taux un petit peu plus haut que la moyenne de sortie vers l'emploi, 74 contre 70 et 61 vers l'emploi durable, hein, puisque ça dépend de la durée du contrat qui est proposé derrière. Et dans 78 des cas, il y a bien l'acquisition de la qualification qui est obtenue. Pour revenir sur la question des types de qualifications, donc là, ça va être assez dépendant du domaine d'activité. Heu, on va avoir, voilà, certains grands métiers, ou en tout cas grands secteurs qui vont être, heu, comment dire? Représentés. Donc je vous évoquais tout à l'heure les gros, les gros GIEC, qui sont soit de l'industrie, soit du BTP. Là, on va être, sur, des formations internes la plupart du temps sur des outils ou des spécificités en termes de savoir-faire. Mais on va aussi avoir des qualifications type, passage de de CACES, enfin voilà des trucs des choses très
techniques, pardon, je vais y arriver, des habilitations électriques, voilà, c'est toutes ces typologies de petites qualifications qui sont bien souvent proposées en entrée de parcours et qui se complètent ensuite vers de la formation en interne sur des spécificités métiers. On va également retrouver dedans la possibilité de faire des contrats d'apprentissage, bien sûr aussi. Donc avec, l'ensemble de l'offre de l'apprentissage qui est à disposition et qui là, bah, va répondre à des besoins de réglementaires, par rapport à l'obtention d'un diplôme pour exercer. Heu, voilà à peu près pour les types de qualifications. C'est assez variable en fait selon les domaines d'activité, mais il y a très peu de choses qui ne sont pas possibles en fait. Ouais, donc j'espère que ça répondra à la question. Pour, aussi vous expliquer la logique de parcours, j'ai encore une petite, vidéo à vous proposer qui nous représente nous sur la partie Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Parfois, on se demande ce qu'on va faire quand on sera grand, alors qu'on est déjà grand. Vétérinaire. Astronaute. Marin. Journaliste. J'en sais rien du tout. C'est top d'avoir des organismes d'aide à l'emploi dans la région. Mais comment ça se passe quand on est peu diplômé, quand on a quitté l'école trop tôt ou trop vite? Puis comment on fait quand on enchaîne les intérims sans jamais vraiment réussir à trouver sa place? Hey! Lui, dès que je le case, je lui dis tout. Enfin, je lui dirai surtout comment j'ai trouvé un super tremplin pour ma vie pro. Comment j'ai été accompagnée par un collectif d'entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Et comment j'ai décroché un diplôme et surtout un vrai job grâce à eux. Je lui dirai aussi qu'avant j'avais quelques galères. Enfin, la vie quoi. Et eux, ils ont été jusqu'à m'aider dans ma vie perso. Alors, ça donne envie, non? Elle a raison, Mia. L'alternance, quoi de mieux pour se lancer dans la vie? Pour moi, c'est un excellent outil qui répond à mes problématiques de recrutement et qui favorise l'insertion pro de nos jeunes dans notre région. C'est parce que c'est très concret que j'ai choisi de faire adhérer mon entreprise à ce collectif. 74% des personnes accompagnées ressortent avec une qualification ou un diplôme. 71% de ces mêmes personnes trouvent un emploi à l'issue de leur parcours. Avec 13 antennes locales en Bourgogne-Franche-Comté, ils font correspondre de jeunes demandeurs d'emploi avec les besoins des entreprises, partout sur le territoire. GEC Bourgogne-Franche-Comté, la plus belle façon d'embaucher. Alors vous aurez noté qu'il n'y a pas le même nombre que ce que je vous ai dit parce que c'est une vidéo qui avait été tournée encore avant. Donc il n'y avait pas encore le même nombre, d'antennes. Donc voilà, après je rentre à peine plus dans le détail d'un parcours pour vous en montrer un peu les subtilités. Le parcours, il peut être une succession de plusieurs dispositifs, de plusieurs, possibilités, puisque, le GEC va pouvoir avoir à sa disposition toutes les typologies de contrats et de dispositifs qui existent et qui facilitent la mise à l'emploi. Que ce soit des PMSMP, que ce soit des contrats de pro ou d'apprentissage. Voilà, on a à notre disposition vraiment, l'ensemble des outils qui sont proposés par les différents prescripteurs de l'emploi. Le GEC étant lui-même aussi capable de prescrire des PMSMP, par exemple, les périodes de mise en situation, en milieu professionnel. Heu, voilà, le processus du parcours, eh ben, il va être, lui aussi au long cours avec différentes étapes, hein, du repérage à l'accueil de la personne, la définition de son besoin, de parcours de formation. Ensuite, il va pouvoir être accompagné, on va pouvoir définir l'entreprise dans laquelle il va pouvoir aller et puis l'accompagner sur son projet de formation et d'emploi. De la même manière pour l'entreprise, il y a aussi tout un parcours qui se défile, un process, hein, on écoute, l'adhérence par rapport à son besoin, on va diffuser son offre, on va ensuite recruter avec lui et pour lui, recevoir les candidats et puis le faire valider aussi, le profil de la personne. Heu, enfin voilà, là, on joue aussi ce rôle-là, à la fois du côté salarié, mais bien sûr aussi du côté de l'entreprise utilisatrice pour lui faciliter les démarches et puis vraiment tomber sur, la bonne définition du besoin et la mise à l'emploi derrière la plus efficiente possible. Pour la
Voilà, pour la partie, processus, parcours, je sais pas s'il y avait des questions Alors, il y avait 2 à ce petites il y avait sujet? 2 Oui. il y avait 2 questions, hein, pas forcément sur le processus de recrutement. Il y avait une question sur les publics cibles du GEC, avec la question de: «Qu'est-ce que vous entendez par reconversion professionnelle contrainte?» Est-ce que ça correspond à un public, atteint par des restrictions, voire, en passe d'être reconnu, travailleur en situation de handicap? Ou est-ce que c'est autre chose? C'était sur la slide tout à l'heure sur le public. Oui. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça, sur les parcours, contraints, c'est le cas, pour, la reconnaissance, de travailleurs handicapés également. On travaille aussi pas mal avec, Cap Emploi du coup, hein, entre autres, mais oui, oui, c'est effectivement toutes ces typologies de reconversion, oui. Et il y avait une deuxième question, c'est sur les modalités de partenariat qui existent ou qui peuvent être nouées, entre les GEC et les CFA. Alors les partenariats en tant que tels, je sais pas s'il en existe au sens, qui sort de la collaboration, on va dire classique. Heu, la plupart des cas, c'est qu'on va travailler alors, lorsqu'on est sur des GEC de branche avec des CFA bien sûr, plutôt liés au métier en conséquence. Heu Ça va pouvoir être plus étroit lorsque on aura expliqué le rôle du GEC et l'accompagnement renforcé qu'il va pouvoir proposer en complément du CFA et donc là, ça peut amener effectivement de déborder un peu du cadre classique, de la relation o organisme de formation et employeur. Ça va vraiment dépendre un peu du fonctionnement de chacun. Il y a pas de enfin, j'ai pas connaissance de partenariat vraiment hors cadre, de ce qui se fait classiquement, si ce n'est que voilà, il puisse y avoir un lien étroit qui se fasse et un travail conjoint, beaucoup plus resserré finalement parce que, l'organisme de formation sent bien qu'il y a un suivi renforcé côté GEC du salarié en apprentissage et donc il va pouvoir être encore plus, précis on va dire sur l'accompagnement à apporter et en même temps le GEC pourra s'appuyer aussi sur le responsable de formation, peut-être, un peu plus fortement parce qu'il aura bien compris, le rôle du GEC dans tout ça quoi. Donc, voilà, je pense que j'ai peut-être pas d'exemple illustré plus que ça. Donc je vais pouvoir passer à la Oui. dernière. Alors, pour Ouais, terminer, on va vous interroger en quelques mots puisqu'on est sur la fin du, webinaire sur le comité régional. très bien. Beh, voilà, effectivement, dans chaque région, il y a une, représentation régionale, qui est assurée. Alors, le rôle de ce comité régional, c'est d'organiser la représentation. Donc c'est-à-dire que, le comité va pouvoir parler au nom des GEC auprès, des partenaires institutionnels, auprès des prescripteurs de l'emploi, auprès des collectivités, et jouer ce rôle de reconnaissance, de notoriété, qui est important pour que, ben, le GEC soit connu et que les différents opérateurs puissent savoir un petit peu en quoi repose le rôle du GEC et en finalité, comment il accompagne les salariés et les entreprises, du territoire. Il y a aussi un rôle d'animation, c'est-à-dire que, au niveau du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté, on se réunit régulièrement, on fait des temps d'échange sur des problématiques, on essaye de mettre ensemble un petit peu nos manières de fonctionner, pour pouvoir se compléter, répondre à des besoins, hein. Finalement, même si nos métiers sont différents, le public qu'on accompagne, c'est à peu près le même, quelque GEC que ce soit et sur quelque territoire que ce soit. Donc l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir ce rôle de facilitateur et de simplificateur de nos problématiques courantes. Et puis bien sûr, de participer au développement. Donc là, l'objectif, c'est bien entendu de répondre aux opportunités qui peuvent se présenter de création de nouveaux GEC, d'entendre les besoins qui émanent, d'un secteur géographique ou bien d'un secteur d'activité qui se pose la question de comment répondre à son besoin et est-ce que le GEC est une solution? Donc, il y a des études d'opportunités qui ont lieu assez régulièrement. Il y en a eu 4 l'année dernière, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, sur la création de GEC. Donc le comité, il est aussi, sollicité, on va dire, par rapport à ça pour, faire état à la fois entendre le besoin, faire état de la connaissance de ce qui existe déjà, puisqu'il y a une réalité, enfin, une manière de faire des GEC qui est de dire: «On ne multiplie pas le nombre de GEC sur un même territoire avec le même objectif et le même secteur d'activité». C'est pas
c'est pas interdit, mais on évite de créer de la concurrence entre GEC et on essaye de répondre des fois, en étendant une antenne d'un GEC existant ou enfin voilà, c'est un peu ça l'idée et donc le comité régional, lui, il est indépendant de la fédération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une association qui est créée et qui est représentée par l'ensemble des GEC du territoire. On est en lien avec la fédé, sur l'ensemble des questions et la fédération joue son rôle d'informateur, de lobbying au niveau national. Mais voilà, c'est une antenne indépendante de la fédération française des GEC. Donc moi, à ce titre, j'anime le comité régional, étant moi-même issue d'un GEC, de la région. Mais je n'ai pas d'affiliation autre, avec la fédération, si ce n'est que voilà, de faire porter la voix du réseau, à notre échelle. Voilà pour ce que je pouvais dire au niveau du comité régional. Merci beaucoup. On n'a pas de questions complémentaires dans le chat. Il nous reste 1 ou 2 minutes avant la conclusion. Donc, j'encourage tout le monde, si vous avez une question, à la formuler tout de suite. Sachant bien sûr que ces éléments-là seront repris, en tout cas pour les éléments clés, dans l'infographie que vous aurez à disposition. Et puis que vous nous partagez votre adresse de contact en parallèle. Et moi, j'en profiterai aussi pour dire que, en fait, les collègues chargés d'études Amphore sont en train de remettre à jour justement les données concernant les GEC pour la partie Bourgogne-Franche-Comté et que les données donc seront accessibles à partir de juin. Voilà. Nous avons des remerciements, mais pas de questions. Donc, je pense qu'on peut dire quelques mots de conclusion. Ben, voilà, bah, déjà moi je vous remercie d'avoir, participé, d'avoir posé vos questions. Je reste à votre disposition bien sûr s'il y a d'autres questions qui viennent à émerger et puis, si vous avez besoin d'être mis en relation avec des GEC, en particulier, n'hésitez pas également. La cartographie des GEC existants sera aussi, est disponible sur le site, mais les 2 derniers par exemple n'apparaissent pas encore donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas en cas de besoin. Très bien, bien écoutez, un grand merci Caroline Vanden sur cette présentation qui était vraiment très, très intéressante. Merci à vous. Ben, merci à vous. Ben, je me joins aux remerciements, hein. Vous voyez les remerciements dans le chat. Effectivement, c'est des sujets qui sont pas forcément toujours connus et la présentation était très éclairante. Donc, j'encourage tout le monde en sortant du webinaire à compléter la petite grille d'amélioration continue que vous connaissez et puis à nous proposer éventuellement une thématique pour les prochaines programmations. Donc, n'hésitez pas, hein, on essaye de répondre aussi à vos attentes au maximum. Donc, c'est toujours intéressant que vous nous laissiez des thématiques de réflexion. Oui et puis, eh bien, les temps forts continuent, hein. Donc le prochain épisode sera consacré au recours à la sous-traitance dans le secteur de la formation et donc nous aurons nos 2 experts invités de la DRET qui pourront donc nous éclairer sur le sujet. Voilà, donc les inscriptions sont déjà en ligne, vous pouvez y accéder sans problème. À très Merci à bientôt sur les prochains temps forts. merci à Merci tous. beaucoup.